Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la capitale centrafricaine tente de retrouver son calme après le regain de violence de ce mardi. Bangui, théâtre d'affrontement ce 1er mai entre les forces de sécurité intérieure et des membres d'un groupe armé en plein cœur de Bangui. Les combats ont fait 16 morts. Il y a des gens contre la paix, s'indigne le président Faustin Archange Touadéra qui a décrété 3 jours de deuil national à partir donc de ce jeudi. Climat d'insécurité également au Nigeria. Au moins 60 personnes ont trouvé la mort ce mardi à la suite de 2 attentats suicides dans une mosquée et un marché de Mubi dans le nord-est du pays. Attaque attribuée au groupe terroriste nigérian Boko Haram. À suivre également notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la lutte contre le paludisme. En 15 ans, l'incidence de la maladie a diminué en Afrique, dans des pays comme l'Algérie ou encore les Comores. Des progrès dans d'autres pays, à l'instar du Burkina Faso. Mais la maladie continue de faire des victimes avec 2 millions de cas recensés en 2017. On en parle avec mes invités dans la 3e partie de cette émission. Voilà donc pour les titres et pour en parler avec moi ce soir, monsieur Souka Souka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, monsieur Augustin Tchameni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Jean-Marie Bitomo est également avec nous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Mireille, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Place à l'actualité politique. En Centrafrique, les stigmates de la veille sont encore visibles ce soir à Bangui et la population est sous le choc au lendemain de la journée meurtrière de mardi. 16 morts, une centaine de blessés dans des affrontements entre un groupe armé dénommé Force et les forces de sécurité dans le quartier de Fatima, non loin du quartier PK5. Climat donc d'extrême tension ce mardi qui a rappelé les heures sombres de 2013-2014. Comme le 1er mai a été sanglant à Bangui en République centrafricaine. Une attaque dans l'église de Fatima, dans le 3e arrondissement de Bangui, aurait fait, selon le bilan de la Croix-Rouge locale, 99 blessés et 16 morts, dont l'abbé Albert Tungumali Baba. Le drame serait parti d'une altercation entre des éléments des forces de sécurité et le dénommé Moussa Empereur, membre du groupe d'autodéfense Force de Nimeri Matar Djamous. Les ONG sur place font savoir qu'une mosquée aurait également été détruite. Le gouvernement condamne ces actes de violence et dénonce une manipulation de la religion. Il s'agit d'une énième tentative de provocation de la part de ceux qui ont pensé que le moment était venu de provoquer, de créer le trouble, afin que l'on parle encore de conflits confessionnels dans notre pays. Nous voulons faire savoir à ces personnes qu'elles seront poursuivies jusqu'à leur dernier retranchement, comme ce fut le cas pour certains, et qu'elles seront amenées devant la justice. De son côté, Nimeri Matar Djamous réfute ces accusations. Il rejette la faute sur la force onusienne et des éléments de la gendarmerie qui, selon lui, aurait par méprise ouvert le feu sur un individu à moto, provoquant ainsi la colère des populations. Pour la MINUSCA, il est plus que jamais nécessaire de poursuivre les opérations de démantèlement de groupes criminels en cours pour préserver Bangui du chaos. Dans l'état actuel des choses, il faut demander à la force des Nations Unies de s'interposer d'abord dans les zones qui font le contact entre les différents groupes armés. Donc pour déjà empêcher qu'il y ait des débordements violents physiques. Dans l'immédiat, la solution politique serait un nouveau gouvernement du non qui permet de prendre en compte des groupes ou des forces politiques qui auraient été mises de côté et qui ont quand même une certaine nocivité et qui alimentent le caractère de crise du pays. Déjà au mois d'avril, le démarrage des opérations de ratissage au kilomètre 5 à Bangui, conjointement menées par la MINUSCA et les forces armées, avait provoqué d'autres affrontements meurtriers. Par la suite, certains groupes rebelles armés ont fui vers la localité de Kagabandoro où ils prépareraient une offensive pour déloger le président Faustin Archange Touadéra. Donc 16 morts, une
centaines de blessés. Le porte-parole du gouvernement parle, je cite, d'une énième tentative de provocation, une volonté de créer le trouble afin que l'on parle encore de conflit confessionnel. Donc là, on a là un message qui réaffirme en tout cas le fait que la population ne doit pas être divisée. Message donc d'unité de la part du gouvernement. Monsieur Souka Souka, est-ce que ce message est à la hauteur, à la mesure de la menace, de la gravité de la menace? Ce que je voudrais dire, c'est d'abord qu'on arrête ces guerres. Et ce n'est pas les populations qui vont les arrêter, ce sont les dirigeants. Qu'on arrête ces guerres qui nous tirent vers le bas. Hein, vous voyez la population, l'état de la population sans quenille. Hein, eh bien, les gouvernants doivent faire l'effort de trouver des solutions pour régler les problèmes qu'ils ont. Parce que ce sont les autorités politiques qui les provoquent. Hein. Donc, son message, c'est un message en l'air. Hein. La soldatesque qui œuvre sur le terrain peut bien écouter ce message, mais n'en tiendra pas compte. Jean-Marie Bitomo, même message de fermeté du côté de la MINUSCA, mais aussi du G5 Sahel. Ces messages de fermeté, d'appel à l'apaisement sont essentiels dans un premier temps. On va parler dans un instant des enjeux qui se déroulent en Centrafrique, mais tout d'abord sur ces appels à l'apaisement lancés donc par les autorités. C'est important. C'est très très important, quelque part, mais la question qu'il faut se poser préalablement, c'est de savoir est-ce que nos autorités ont pris sur les événements en tant que tels. J'ai l'impression que la communauté internationale s'est décidée à balkaniser l'Afrique, si vous voulez, à certains endroits, tout simplement. Pourquoi? C'est-à-dire pour des profits extérieurs en tant que tels. C'est vrai qu'on va dire que les Africains, si vous voulez, sont responsables de ce qui se passe. Les Africains peuvent être responsables. Moi, je fais toujours fi à l'histoire, c'est-à-dire je colle toujours à l'histoire. Vous remarquerez que depuis combien d'années est-ce que la République centrafricaine est déstabilisée? Donc des messages comme ça, c'est le énième gouvernement qui va tenir ce genre de messages-là. Mais toujours est-il qu'il faut aller éradiquer le mal à la racine. Et aller éradiquer le mal à la racine, ça voudrait dire quoi? Quand on regarde la soldatesse dont parlait M. Souka Souka aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'armer, comment dirait, ces individus-là? Vous avez tous les jours, on vous demande, on nous montre à travers les documentaires le démantèlement, si vous voulez, de ces groupes-là. Mais comment se fait-il que ces groupes-là se retrouvent toujours en possession d'armes en tant que tels? Donc nous, les Africains, réfléchissons aux causes des choses et non aux effets, tout simplement. Parce que si nous nous attaquons uniquement aux effets, aux conséquences, nous n'allons pas régler ces problèmes-là. Ce sont des problèmes qui partent de plus loin, d'où la nécessité, c'est-à-dire de pouvoir passer des accords avec les forces extérieures qui agissent dans les États africains. Il ne faut pas se voiler la face. La réalité est là. On peut nous dire tout ce qu'on veut. La réalité est celle-ci, c'est que quel que soit le pays africain qui se retrouve dans le cadre de la balkanisation dont je parlais tout à l'heure, vous avez toujours les mêmes effets, reproduisent exactement les mêmes causes. Donc à partir de là, il faudrait quand même qu'on arrête, qu'on laisse l'Afrique, comment dirais-je, pouvoir se développer et progresser tranquillement. Parce que l'intervention des forces extérieures est énorme là-dedans. C'est vrai que les nôtres, on va nous dire qu'ils ont leur responsabilité est là, mais cette responsabilité-là, ce ne sont pas les Africains qui vont se battre. Si vous, alors, vous accusez qui précisément? La société internationale. Je veux vous dire la chose suivante. Quand vous partez à Bangui, moi j'ai suivi pas mal de débats sur Bangui, d'accord ? Des reportages qui ont été faits sur place par les chaînes occidentales, pas par les chaînes africaines. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là-dessus? On remarque que ces forces-là, une fois que les armes sont retirées, ces forces-là sont à nouveau armées par la suite. D'où trouvent-ils les fonds pour pouvoir, comment dirais-je, s'approvisionner en armes vis-à-vis de l'extérieur? Ce sont des questions essentielles et existentielles que l'Afrique doit se poser aujourd'hui. Augustin Tchameney. Alors, j'ai une lecture un petit peu différente. Je pense que la Centrafrique aujourd'hui, on est arrivé à un point où on peut se demander s'il n'y a pas une certaine déshérence, dans la mesure où l'État centrafricain, depuis les indépendances, ce n'est pas un phénomène nouveau, est emprunt à beaucoup d'instabilité politique.
est emprunt à des coups d'État chroniques et à force, aujourd'hui, l'État peine à se reconstituer depuis les indépendances. Donc si vous voulez, cette instabilité chronique a fragilisé de manière très très substantielle l'État, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile, voire presque impossible d'envisager un État en mesure de ses capacités de maintien de l'ordre. Ce qui fait que depuis Bokassa dans les années 60 jusqu'à Michel Djotodia récemment, il y a eu des coups d'État successifs qui font qu'il y a toujours une présence de forces étrangères ou à tout le moins de forces institutionnelles dans le cas des Nations Unies en Centrafrique. Et cela traduit tout simplement l'incapacité de l'État centrafricain à maintenir de l'ordre. Donc d'aller imaginer que ce serait une cause extérieure ou parce qu'il y aurait une militarisation ou alors qu'il y aurait un armement des milices, etc. Là, ce sont des manifestations qui sont certes apparentes, mais on voit très bien que l'État lui-même peine à se restructurer de manière à se stabiliser. Alors l'État qui ne contrôle, alors ce sont 80% du territoire centrafricain qui échappe totalement à l'État. C'est ça que moi je voudrais dire à mon collègue à côté, c'est-à-dire ne raisonnons pas théoriquement. La théorie elle est belle. Ce sont des choses qui sont pas théorique, c'est concret, Jean-Marie. C'est pas de la théorie que nous faisons là. Justement, moi, je voudrais aller dans le réel. Oui. Mais non, essayons de parler en africain, d'accord? Les présidents africains sont mis en place par qui en Afrique? Est-ce que la démocratie joue en tant que telle? C'est bien beau de vouloir faire le droit international, il a été mis en place par l'ONU, tout ce que vous voulez. Est-ce que ce droit international fonctionne dans les États africains? Est-ce que les démocraties fonctionnent comme elles devraient fonctionner ailleurs? Voilà la question qu'il faut se poser à la base. Non pas seulement d'être là à venir faire des constats et se dire que oui, vous voyez, ça ne marche pas parce que les États sont faibles, ainsi de suite. Moi, je peux faire toute la chronologie. J'ai lu pas mal de thèses de doctorat des Africains qui ont parlé, comment dirais-je, des coups d'État en Afrique depuis les indépendants. Alors, une fois le constat posé, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Soukasouka? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que nous, les Africains, nous sommes des humanistes. C'est étonnant. Tout à fait. C'est étonnant. Et ça nous dessert énormément. Vraiment. C'est étonnant de voir que, à un moment donné, dès qu'on est au pouvoir, quand on est assis sur le trône, c'est fini, on oublie les valeurs qui sont les nôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un coup de feu, un désordre, des problèmes, quelquefois générés par les autorités, je disais tantôt. Eh bien, il faut revenir à l'intelligence africaine. Les gens ont faim, les gens ont soif, les problèmes existentiels sont énormes. Commençons par les résoudre. Un État qui ne s'occupe pas de ses populations, mais attendez, on ne devrait pas laisser faire ce genre de choses. Il devrait avoir un droit d'ingérence. Alors, avec ce nouvel attentat, c'est ce risque que la Centrafrique renoue de nouveau avec le cycle de violence semblable à celui qui a fait suite au renversement de l'ex-président Bozizé en 2013. C'est ça. Alors, à tout point de vue, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un réel événement. C'est un petit peu... vous allez voir, c'est un peu dur de dire cela parce qu'il y a quand même des personnes qui en sont mortes, mais j'ai envie de vous dire que c'est récurrent en Centrafrique. Que ce soit les mutineries, que ce soit des troubles à l'ordre public qui entraînent des décès, Alors Bangui était quand même épargné depuis plus de 2 ans, donc c'est ça aussi. Donc, alors si effectivement pour vous le cycle d'un état normal, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est une question, Monsieur Tchameni. 2 ans, c'est rien du tout. Je voudrais juste vous rappeler, pour rester sur les années récentes, déjà dans les années 90. En 1996, avec Patassé, qui avait fait appel à des forces onusiennes, la MISAB, pour contrôler ce qu'on appelle l'accord de Bangui, pour sauver son pouvoir
qui n'était pas parvenu, puisqu'en fin de compte, s'était fait renverser par François Bozizé, qui à son tour aussi, malgré la présence de la MINURCA, s'est fait renverser par Michel Djotodia, qui à son tour aussi a été poussé à la porte. Donc c'est un cycle qui commence, qui recommence, qui se poursuit. Donc pour moi, aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'une manifestation de plus. C'est vrai maintenant, quant aux causes, il y a effectivement des relents ethno-tribaux, mais davantage des relents confessionnels qui font que les gens, si vous voulez, s'affrontent du fait religieux, du fait des appartenances ethniques, etc., etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut, à mon sens, que la responsabilité africaine, puisqu'on en parle, et du point de vue le plus institutionnel, la responsabilité de l'Union africaine par son Conseil de paix et de sécurité, doit pouvoir s'affirmer en sorte qu'en Centrafrique, qu'on puisse réguler la transition politique, c'est de ça dont il s'agit, la transition politique et l'impossibilité d'accéder au pouvoir par les armes de manière définitive. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il faudrait que... Alors, dans un premier temps, c'est peut-être la question des groupes armés qui continuent de proliférer en Centrafrique qui se pose... Alors, il faut peut-être penser à les désarmer, mais la difficulté de cela est qu'on rentre dans, si vous voulez, on rentre dans des confrontations asymétriques. Il n'est pas tout à fait aisé de maîtriser les personnes, de contrôler les gens qu'on ne maîtrise pas. Donc, ce qui veut dire que si on part des bases, si on part des principes élémentaires de la transition politique et de la passation de pouvoir, lorsque les mutins auront compris qu'il est impossible d'accéder au pouvoir autrement que par les urnes, ils cesseront d'agir de la sorte. C'est tout. Mais il faut savoir qu'en Centrafrique, la violence est une modalité d'accession au pouvoir. Il faut le savoir. Je suis d'accord avec vous. Donc, je reviens un peu sur un point sur lequel j'insistais tout à l'heure, et vous-même vous y revenez. Si on fait un peu d'histoire, comment Patassé est-il arrivé au pouvoir? Patassé est-il arrivé au pouvoir par un vote? Non, monsieur. Donc nous le savons tous, comment est-ce que Patassé a accédé au pouvoir. C'est pour ça que moi je parle des causes externes. Les gens peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Là, je n'en démordrai pas là-dessus. Quand vous regardez l'accession des présidents, soi-disant les présidents, comment dirais-je, qui ont été élus démocratiquement chez nous, nous savons très bien. Nous n'allons pas faire, comment dirais-je, l'économie, parce que notre fonction ici, là, nous parlons de notre continent, l'Afrique. Notre fonction ici, là, c'est pas de rester dans la théorie. C'est-à-dire, on avance, si vous voulez, en sciences, tous nous le savons, qui avons fait des études, il y a ce qu'on appelle l'expérimentation scientifique et la vérification empirique. Voilà le droit international qui est posé. Mais comment ça fonctionne maintenant sur le terrain chez nous? C'est la question qu'il faut se poser et non pas tout simplement, c'est-à-dire se dire que oui, vous voyez, si on doit se poser la question sur les faits Zara, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive? On a posé tel principe qui est posé sur la table. Mais sur le terrain, comment est-ce que ça fonctionne effectivement? Si nous restons uniquement dans le domaine théorique à vouloir interpréter le droit international, pourquoi est-ce que ce droit international-là ne fonctionne? Moi, je suis économiste. J'ai posé la question aux gens, c'est-à-dire ici, j'ai écrit des articles là-dessus. Comment pouvez-vous me dire que, là, en termes de développement économique, toutes les grandes économies du monde se sont développées sous la houlette de l'État, avec ce qu'on appelle l'État stratège. Comment se fait-il que depuis les années 80, cela est renié aux Africains? C'est-à-dire aux Africains, on nous dit, vous laissez tomber toutes les fonctions régaliennes de l'État, l'éducation, la santé, tout ça. Alors, j'ai très peu entendu M. Soukasouka au niveau de cet attentat. S'il vous plaît. M. Soukasouka, est-ce que cet attentat révèle une fois de plus un échec dans l'opération de l'ONU, notamment dans le PK5, pour déloger les groupes armés? Tout à fait. Dès qu'il y a un mort, dès qu'il y a l'utilisation des armes, c'est un échec. Moi, je milite pour l'embargo, non pas des armes, mais des munitions. Vous savez, ce qui nous pose problème, ce sont les munitions. En logistique, c'est les plus chers, c'est les plus encombrants, parce que lourds, hein, mais je vous assure qu'une arme sans munitions, c'est un bout de bois, c'est un bâton avec de la ferraille. Donc, je milite pour l'embargo des munitions dans ces régions en guerre. Vous verrez que les groupuscules vont utiliser les balles, les cartouches qu'ils ont, et puis après, il n'y aura plus rien, ils viendront à la table de discussion. Il faut arrêter la source des événements comme ça. Les sources d'approvisionnement. C'est qu'il faut arrêter en amont. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la cause et des effets, et que nous faisons l'analyse de la relation causale des événements qui nous arrivent chez nous en Afrique. Mais ça, les grandes puissances
hein, ils confèrent et discutent à l'ONU. Ils sont capables de le faire, mais ils ne le font pas. Et pourtant, on n'est pas utile des pays pauvres. Cet échec peut provoquer une offensive à Bangui venant des groupes armés qui se sont réfugiés depuis quelque temps déjà à Kongabandoro, au nord de la Centrafrique. Alors, il y a quand même un espoir qui est le fait que la dernière tentative de coup d'État en date, qui est celle de M. Djotodia vis-à-vis de Bozizé, avait été justement voué à l'échec par le fait de l'exigence qu'il quitte le pouvoir. Alors, j'arrive pas, pardonnez-moi, à faire le lien entre la question que je viens de poser. J'en viens. C'est-à-dire que l'offensive, une fois de plus, c'est-à-dire qu'on est en fait, si vous voulez, dans une phase où, contrairement à ce que pense mon interlocuteur de droite, oui, le droit international peut parfois, lorsqu'il est appliqué, avoir force de vigueur. C'est-à-dire que le droit de l'Union africaine, aujourd'hui, sa charte de démocratie, ne permet plus d'accéder au pouvoir par la violence. Et donc, ça a été appliqué vis-à-vis de M. Djotodia, et on peut penser effectivement que la dissuasion de la violation de la Constitution pour accéder au pouvoir peut faire que finalement les gens reviennent à la raison et puis qui ne procèdent pas par l'offensive, parce qu'une fois de plus, je suis sûr que l'enjeu, c'est le pouvoir, c'est le contrôle et l'accession au pouvoir. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Je n'ai rien contre le droit international. Mais moi, je milite sur une chose, c'est l'applicabilité effective de ce droit international-là, c'est-à-dire sur tous les continents du monde et sur toutes les nations de la même manière. Quand vous avez, comment dirais-je, des principes qui sont mis en place de manière partielle en tant que telle, moi je veux bien, l'action que vous nous citez, c'est une action, on peut applaudir là-dessus. Mais regardons maintenant les dégâts qui sont faits de l'autre côté, du fait que, comme le disait M. Soukouas tout à l'heure là, du fait de l'armement des groupuscules qui contribuent à empêcher la construction, c'est-à-dire des institutions républicaines dont vous-même vous parliez tout à l'heure. Donc à partir de là, on sait très bien, comme M. Soukouas le disait, combien avez-vous d'États africains qui fabriquent des balles, qui fabriquent des armes en tant que tels? Donc ça voudrait dire, on connaît déjà le coût à la base. Prenons une démarche analytique. Allons-y à la base. On sait très bien que ces groupes-là, comment vont-ils se procurer des armes? Il faut avoir des moyens, il faut avoir des fonds, il faut qu'il y ait des financements. Donc ne fermons pas les yeux là-dessus en nous disant que nous, les Africains, oui, le droit international est là pour tout régler. Non, le droit international ne peut pas tout régler tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attaque pas aux causes de nos problématiques africaines. Alors, on va continuer de débattre de l'actualité africaine. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.